Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. C'est Jean Saint-Pierre qui est avec vous à l'animation de cette émission Côte-Nord Attitude et ce jeudi midi, je suis en compagnie de Tommy Auger de Cogeco TV qui procédait à son lancement cette semaine. Oui. Bonjour Tommy. Salut. Toutes les émissions sont en ondes depuis 10 jours déjà, les nouveautés. Est-ce que tu as fait ta première rencontre Madame la mairesse La semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Oui, c'est ça. On le sait que les mairesses, préfets, députés, c'est du monde occupé, fait qu'on reporte ça à la semaine prochaine et dès la semaine prochaine, on aura une première émission de Madame la mairesse vous répond, mais Monsieur le maire est déjà en onde. Et moi, j'ai rencontré ce matin le président du syndicat des employés de la ville de Port-Cartier qui avait pas de réprimande du tout envers la mairesse, ni de questions précises pour ton émission. Mais tu sais que cette semaine, ils ont posé un geste quand même, hein, c'est le projet de loi 110 qui est à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec, qui fait pas du tout l'affaire des syndicats dans le milieu des municipalités. Là. Nelson Coulombe sera avec nous, l'entrevue qu'on vous fait entendre dans quelques minutes. Le syndicat, qui va surveiller de près tout ce qui se passe au niveau de la loi 110. Les employés, le syndicat, il y en a un seul, hein, à cette île, il y en a deux. Il y a l'école blanc, l'école bleue. À Port-Cartier, sont tous dans le même syndicat et il est affilié à la CSN qui avait une mobilisation cette semaine. Une émission assez variée aujourd'hui, Tommy. On va parler de féminisme avec deux femmes du Centre Femmes aux 80. C'est que le 4 octobre, c'est la journée nationale des centres de femmes au Québec. On va expliquer un peu la mission de cet organisme communautaire à Sept-Îles, qui a pignon sur rue, sur la rue Dequin, à la maison Alouette, le MOXI, la maison des organismes communautaires. Donc, c'est Nadine Morissette et Monique Bezeau du Centre Femmes aux 80 qui seront avec nous vers midi 25 minutes. Le jardin communautaire, qu'est-ce qui se passe au jardin communautaire? C'est l'automne, là, depuis quelques heures. Qu'est-ce qui se passe? C'est beau, l'automne. Ben non, c'est ça. Eux travaillent encore très fort. C'est sûr qu'on est à la fin de la saison. Ce week-end, on devait inaugurer. On vérifiera si, à cause de la pluie de dimanche, on a pu le faire. Mais une nouvelle section du jardin communautaire Ruisseau-Boisjoli, c'est le jardin des sens. Donc, on va faire appel, j'imagine, beaucoup à l'odorat. Hein. Les fleurs, ça sent toujours très bon. Au toucher, peut-être, je l'espère, qu'on pourra peut-être toucher à certaines choses. Ça reste un sens qu'on a à développer. Puis souvent, dans un jardin comme ça, on a le goût de toucher, on a le goût de voir là, avec nos mains qu'est-ce qui se passe. Il y a plusieurs sections aussi, là, le jardin Ruisseau-Boisjoli, là, plusieurs choses. C'est assez grand et on en parlera avec la nouvelle directrice depuis peu. Elle est même pas là depuis un an. Sandrine Louapre, qui est directrice du jardin Ruisseau-Boisjoli. Tu sais que le jardin communautaire du secteur Ferland dont on parle célèbre son 20e anniversaire cette année. C'est sœur Ginette Simard qui l'a fondé, on s'en souvient, et c'était vraiment un mouvement communautaire là, avec chantier jeunesse, faire travailler les jeunes dans un secteur de la ville où parfois il y a quand même des familles à plus faible revenu et tout ça. Sœur Ginette est maintenant auteure de haïku, savais-tu ça? Non, pas du tout. Il y a le lancement ce soir d'un collectif, un livre écrit par 7 femmes, des haïkus. Est-ce que des haïkus, c'est des genres de petits poèmes à la japonaise? C'est quelque chose qui prend de l'ampleur, je dirais, dans la littérature nord-côtière, c'est évident, mais dans la littérature au Québec aussi. Oui. Hélène Bouchard est très impliquée, notamment au groupe là haïku de la bibliothèque Louis-Ange Santerre. Elle a organisé ce lancement. Elle sera avec nous en fin d'émission avec Odette Boulanger, une autre des auteurs de ce livre. Le lancement a lieu dans le hall, je pense, de la salle Jean-Marc Dion. On aura tous les détails avec Hélène Bouchard et Odette Boulanger en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Mais d'abord, la Société des traversiers du Québec annonce que le service s'effectuera encore avec 2 navires seulement entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine jusqu'à la mi-octobre, donc pendant la fin de semaine du long congé de l'Action de grâce notamment. L'attente a été parfois très longue lors du congé de la fête du travail. Depuis quelques jours, on opère le service de traversier entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine avec seulement 2 navires. C'est que le Armand Imbeau est en réparation. Il est en cale sèche et on a annoncé du côté de la Société des traversiers du Québec hier après-midi là que les travaux supplémentaires seront nécessaires sur le NM Armand Imbeau. Les départs seront donc aux 20 minutes le jour, aux 40 minutes en soirée et aux 60 minutes durant la nuit du 7 au 10 octobre avec 2 traversiers, le Félix-Antoine Savard et le Joe Deschênes. Les capitaines jugeront de la situation selon l'achalandage pendant le long congé de l'Action de grâce et pourraient effectuer des traversées éclairs supplémentaires. Kyra Robertson a été couronnée déesse et Sébastien Bénard-Rioux dieu à la suite de la première édition du défi des dieux de la Fondation de l'hôpital de Sept-Îles. La compétition amicale a regroupé plusieurs amateurs de conditionnement physique de type CrossFit le 10 septembre. L'événement a rapporté 520 $ pour la campagne visant l'acquisition d'équipements médicaux de haute technologie. Les participants ont rivalisé dans des épreuves d'endurance, d'haltérophilie et de gymnastique, comme 2000 sauts à la corde et 4000 mètres de rameur au centre Pure Gym. Oh! C'est pas moi qui l'aurais fait. T'as mis une bonne nouvelle annoncée sur nos ondes hier par le maire de Sept-Îles. En fait, le maire, Régent Porlier, souhaite la mise en place d'un service régulier de transport par bateau entre Sept-Îles et Pointe-Noire. Il y aurait même un promoteur là, éventuellement intéressé à établir ce service. Un genre de navette, finalement, pour traverser la baie de Sept-Îles qui fournirait du transport collectif aux gens qui vont de l'autre côté pour travailler. Là. On pense bien sûr aux nombreux travailleurs de l'aluminerie Alouette. Donc, le matin et le retour pourrait se faire par bateau. L'ambassadeur de la Semaine des transports collectifs et actifs, le maire Régent Porlier, croit qu'un service maritime permettrait de réduire considérablement la circulation en voiture pour des déplacements au travail. Il profite de la semaine pour faire la promotion des transports en commun dans sa ville, dans sa région. Régent Porlier estime que pour la densité de la population qu'on retrouve à Sept-Îles et Port-Cartier, le taxibus et l'autobus qui voyagent entre les deux villes constituent des services adéquats. Le taxibus, c'est une excellente initiative qui fonctionne bien. On me disait que la demande avait quand même augmenté au cours des 2 dernières années. On regarde toujours est-ce qu'on peut élargir, faire mieux, mais on a ce qu'on peut pour l'instant avoir, mais il y a encore de l'espace. Et tu sais, les gens qui vont travailler à Pointe-Noire, là, il y a encore beaucoup de gens qui sont seuls dans leur voiture. Régent Porlier espère aussi plus de transport maritime entre la Côte-Nord et les grands centres pour réduire la circulation par camion sur la route 138 et sur la Côte-Nord. Une résidence hébergeant des fonctionnaires du ministère fédéral des Pêches à Kegaska a été la proie des flammes lundi soir. Les pompiers de Natashquan se sont rendus sur place en 40 minutes, évitant ainsi un désastre plus considérable. Le village de la Basse-Côte-Nord est relié par la route 138 depuis 2013. La communauté anglophone est située à 51 km de Natashquan et 425 km de Sept-Îles. Il n'y a pas de borne fontaine dans le village désenclavé depuis 3 ans. Les pompiers ont réussi à contenir l'incendie pour éviter qu'il ne se propage aux maisons voisines. La municipalité de la Côte-Nord du Golfe Saint-Laurent, qui regroupe environ 1000 citoyens dans 5 villages, espère l'aide de Québec pour améliorer ses infrastructures. C'est que les cours ont repris normalement ce matin au centre éducatif L'Abri de Port-Cartier. Tout un événement hier, une fuite de gaz qui a forcé la fermeture de l'école secondaire. Un problème est survenu dans le cadre des travaux de réfection du système de réfrigération de l'aréna. Il y a un contracteur qui réalise tout ça actuellement. D'ailleurs, ça retarde la saison de hockey du côté de Port-Cartier. Hein? On n'a pas de temps de glace à Port-Cartier actuellement. Les 400 élèves de l'école secondaire ont dû être évacués hier en avant-midi. Selon la commission scolaire du Fer, personne n'a été incommodé. Un service de transport s'est organisé rapidement. Il a fallu quand même ventiler le bâtiment avant de reprendre les activités. Je ne sais pas si ça s'est fait en soirée ou seulement ce matin, là, du côté du CELA, du centre éducatif L'Abri, qui est aussi le centre le centre récréatif. En fait, c'est pas mal large comme vocation. Fait que quand on ferme ce bâtiment-là, ça peut déranger bien du monde à Port-Cartier. Québec solidaire appuie la municipalité
municipalité d'Anticosti veut un statut de patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'île. Le parti politique a déposé une motion à l'Assemblée nationale du Québec qui n'obtient pas l'appui du gouvernement libéral. La députée Manon Massé a demandé que la population d'Anticosti soit consultée par référendum avant que les forages pour l'exploration de gaz de schiste se poursuivent. La critique de Québec solidaire en matière d'environnement estime qu'en s'opposant à la motion appuyant l'initiative de la municipalité de l'île, le gouvernement libéral commet une insulte à la démocratie. La députée Massé rappelle que le Parti québécois et le Parti libéral ont permis l'exploration d'hydrocarbures à Anticosti et gaspillé des millions de dollars. Elle maintient que le Québec doit sortir de l'économie du pétrole. Et c'est ce qui complète ce bulletin d'information régionale. Il y a une 60aine d'employés syndiqués à la municipalité de Port-Cartier. Ils ont posé un geste symbolique cette semaine contre le projet de loi 110. Le président de ce syndicat s'appelle Nelson Coulombe. C'est un gars qui vient de l'ancienne municipalité de Pentecôte. Il sera avec nous en entrevue dans quelques instants. Attitude. C'est le grand retour de la Foire du Livre pour une 3e édition jusqu'au 2 octobre en face de la librairie Côte-Nord dans le mail de Place de Ville. C'est la fête des amateurs de lecture avec des livres en promotion à des prix allant de 2,95 à 39,95 $. Il y en a pour tous les goûts. Des ouvrages pratiques, des livres de cuisine, des romans, des livres pour enfants, bref, des heures de plaisir pour toute la famille et ce, à petit prix. La Foire du Livre, c'est pour 10 jours seulement en face de la librairie Côte-Nord jusqu'au 2 octobre. Profitez-en parce que c'est bien connu, des livres, on n'en a jamais trop. Bonjour, j'aimerais avoir un beau bouquet de fleurs bien garni. Avec plaisir. C'est pour un baptême, un mariage? Ah non, c'est pour mon agent d'assurance. Ah ben, Tulipe. Vous êtes avec Wawanessa, hein? Nous autres aussi, on les aime assez. On a doublé notre chiffre d'affaires grâce à eux. Je gage qu'ils vous en faites économiser. Grâce à la nouvelle protection du bon dossier conducteur, votre dossier ne sera pas pénalisé suite à un premier accident responsable. Appelez-nous ou faites votre soumission en ligne dès maintenant à wawanessa.com. Wawanessa, la grande assurance à petit prix. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. On va parler de la situation à l'hôtel de ville de Port-Cartier, en fait à la municipalité de Port-Cartier. Il y a eu une mobilisation syndicale cette semaine à l'hôtel de ville. On a posé des affiches. Ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne « Défendons le droit fondamental de négocier » organisée par la CSN. Nelson Coulombe est le président du syndicat qui regroupe les employés de la ville de Port-Cartier. Bonjour Nelson. Bonjour, ça va bien? Oui, à Port-Cartier, vous avez un seul syndicat. C'est pas comme à Sept-Îles, là. Il n'y a pas des cols bleus, des cols blancs. Vous êtes tous ensemble? Non, nous, on est tous ensemble. Col bleu, col blanc, Loisir, c'est tout le même syndicat. Ça donne un syndicat, quoi, d'une 60aine de membres? Oui, environ. Ça? Et là, pour bien comprendre, bien sûr, il y a le projet de loi 110 qui est à l'étude. Ça fait pas l'affaire des syndicats de la fonction publique municipale, là. Chez vous, à Port-Cartier, il y a une négociation quand même qui va arriver assez vite, là. Votre convention collective se termine dans un an et demi, je pense. Oui, elle se termine le 31 décembre 2018. Donc, dans 2 ans. Oui. Est-ce que, par le passé, ça a été compliqué de négocier des conventions collectives? Chez nous, à Sept-Îles, Port-Cartier, on n'a pas vu de grève souvent dans le milieu municipal, je pense, hein? Non. Ils nous ont parlé que 96% des conventions collectives se réglaient sans conflit dans le secteur municipal. Tu sais, ça fait qu'à un moment donné, tu sais, il faut arrêter là, de tout mettre sur le dos des syndiqués aussi, là. Toi, t'es un ancien de Pentecôte, de la municipalité de Pentecôte. Ça fait quand même quelques années que c'est fusionné. Ça, c'est des vieilles histoires, hein. Les syndicats, ça s'est bien pensé. Je sais pas si vous étiez syndiqué du côté de Pentecôte. On l'était sûrement du côté de Port-Cartier. Oui, on était du côté de Port-Cartier. L'intégration s'est très bien faite avec les employés qu'on transférait à Port-Cartier, là. Tu sais, on s'est pas fait mettre de côté rien, là, parce qu'on venait du petit village, là. Ça a très, très bien été. Les relations avec l'employeur à la ville de Port-Cartier, tu dirais, c'est bon, quoi. Bien sûr, on a plus souvent affaire à des boss qui sont cadres qu'à des élus municipaux, là. Les élus municipaux, c'est plus quand vient le temps de négocier, mais les relations sont plutôt bonnes à l'interne, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. On a des bonnes relations avec les cadres puis avec le conseil municipal, là. Votre dernière négociation, c'est pas avec les élus en place,
place, finalement. C'était à l'époque de Laurence Méthode. T'étais là à la dernière négociation? Non, c'est un de mes collègues qui était là. Ça s'est très bien passé. Comme je te dis, là, tu sais, nous, de ma souvenance, là, à la ville de Port-Cartier, là, on n'a pas eu de conflit, là, incroyable, depuis plusieurs années pour les négociations, là. C'est sur l'heure du midi, je pense, mardi cette semaine, que vous avez posé un geste concret. On a affiché des banderoles autour de l'hôtel de ville. C'était symbolique quand même, Nelson. Oui. C'était symbolique. On n'a même pas manqué une heure d'ouvrage pour non, ça. On n'a pas manqué aucune minute d'ouvrage. Nous, en tant que syndicat, on a payé le dîner à nos employés avec une petite tente. Après le dîner, on est allé faire une petite marche, aller jusqu'aux lumières de l'intersection du boulevard des Îles pour faire descendre le dîner. Puis on est revenu à l'hôtel de ville. 1h moins 10 maximum, tout le monde était reparti pour prendre son poste au travail. Personne n'a manqué d'ouvrage. Tout s'est bien déroulé dans le calme. Je pense qu'on a... D'après moi, le conseil municipal n'avait pas grand-chose à dire sur notre petite manifestation qu'on a faite ce midi. Ça s'est fait aussi, je pense, dans la MRC de Haute-Côte-Nord. Vous êtes affilié à la CSN, c'est le Conseil central Côte-Nord qui a coordonné tout ça. Dans d'autres régions du Québec, il se faisait le même genre de mouvement, là, d'action. Le mot d'ordre était fait que le 20 septembre, tous les syndicats CSN, des élus municipaux, des municipalités, des employés municipaux, puis des transports en commun faisaient environ la même chose. C'était un barbecue qui est organisé ou des choses comme on a fait. Nous, là, on a payé la pizza à nos employés, là. Mais c'était supposé être à la grandeur du Québec que se faisait cette action-là. Ou du côté de la CSN. Ici, à Sept-Îles, je pense que les employés là sont syndiqués, mais à la FTQ, je pense qu'ils ont pas mal le même point de vue, là. Ce qu'on dénonce, c'est le projet de loi 110. En quoi il dérange, là, pour toi, le projet de loi 110? C'est un peu le pouvoir de négocier que vous allez perdre. C'est un peu ça qu'on craint, quoi? Oui. Ce qu'on craint, c'est que le projet de loi 110, là, il va nous imposer une convention collective de 5 ans en modifiant le code du travail. Les négociations vont durer 120 jours maximum. Après ça va être le ministre va décréter nos conditions de travail en prenant quelqu'un qui est peut-être pas rapport avec le secteur municipal ou le secteur des transports en commun. OK? Ce qu'ils veulent faire aussi dans cette loi-là, c'est un maximum de 4 mois de grève. On a réussi, avec les actions que la CSN a faites au mois d'août, durant une période parlementaire, de faire enlever des choses qui étaient supposées être faites, parce que il y avait, au commencement de la loi, il y avait donné le droit aux municipalités de décréter des lock-outs. Fait qu'en décrétant des lock-outs, qu'est-ce que ça fait? Tu vas faire peut-être entrer les sous-contractants, puis là, ça va faire une bisbille incroyable, tu sais. Puis comme je te disais tout à l'heure, 96% des conventions collectives se négocient sans conflit de travail. OK? Ces choses-là, là, c'était fait pour les grosses municipalités, là. Monsieur Labo, Monsieur Coder, qui veulent gérer tout, là, comme le petit Napoléon à Québec, là. OK? C'est des choses que on peut pas accepter. C'est pas applicable dans nos petites municipalités. Non, là, parce que ce qu'ils nous ont dit quand on est allé à une rencontre au mois de septembre, c'est que il y avait même pas consulté les municipalités de 50 000 personnes et moins pour ces choses de loi-là. En même temps, on peut penser que ça va continuer de bien se dérouler, là, une municipalité. Ça dépend beaucoup de qui est élu, hein. Je peux présumer qu'à Sept-Îles, Régent Parlier, c'est un ancien président de syndicat à Hydro-Québec. Il ira pas imposer une convention collective aux employés. Chez vous, Madame Doyle, je sais pas comment ça va se passer à la prochaine négo, mais on donne trop de pouvoir aux élus, c'est ça le problème. C'est en plein ça. Tu sais, puis ce qui est plate, c'est comme vous dites, M. Parlier ici a une bonne entente avec ses employés. C'est la même chose, nous, à Port-Cartier, avec Mme Doyle, là. Tu sais, on n'est pas en guerre contre Mme Doyle, au contraire, là. C'est une personne qui est parlable, puis on est capable d'aller la rencontrer, là. Mm-hmm. Tu sais, puis tu parlais tout à l'heure que la ville de Sept-Îles, c'était FTQ. On a entendu entre les branches que les autres syndicats municipaux vont bien embarquer dans le mouvement. Ils font peut-être pas la même chose que la CSN, mais aussi ça les touche. C'est à moyen terme qu'on veut se protéger, à long terme aussi, j'imagine, là. On pense que ça peut bien aller une négociation avec Mme Doyle, mais dans le fond, avec l'adoption de la loi, tout ce qu'il y aura à faire, la côté patronale pour négocier avec un syndicat municipal, c'est de laisser traîner les choses, puis après ça, on pourra imposer ce qu'on veut. Ça a juste à attendre 120 jours, puis on fait ce qu'on veut. C'est en plein ça. Puis le 120 jours d'école part à la fin de notre convention collective. Ça veut dire que nous, on finit le 31 décembre 2018. Le 1er janvier 2019, le 120 jours compte. Tu sais, puis comme nous, en Réhan-Loigny, c'était bien plus compliqué, là,
regrouper tout le monde pour avoir des séances de négociation. Tu sais, un est occupé ici, l'autre est occupé là. C'est pas long, 120 jours, là. T'as pas l'impression que le gouvernement du Québec ne se mêle pas de ses affaires, finalement, laisser place à la négociation, les choses peuvent se régler en région sans problème, là? En région, je pense qu'il n'y a aucun problème à régler des choses, là. C'est dans les grandes villes qui ont peut-être de la difficulté. En même temps, on peut pas avoir une loi pour les grandes villes puis une loi pour les régions non plus, là. Non, c'est sûr et certain. Mais ce que le monde aussi, il faut qu'il pense, c'est que les sous, parce que je vous disais tout à l'heure hors d'onde, que sur 4 ans, ils coupent 1,2 milliard de dollars aux municipalités, là. Cet argent-là, ils vont les prendre dans les poches de quelqu'un. Ça va être des employés municipaux, puis ça va peut-être aussi être les citoyens, là. T'as l'impression que c'est ça, en bout de ligne, on veut sauver de l'argent, en faire sauver aux contribuables pour aller aux prochaines élections puis dire « Hey, on est bon ». Je sais pas comment est-ce qu'ils veulent gérer ça, mais s'ils coupent juste l'argent dans les poches des syndiqués, c'est peut-être le service à la clientèle qui va être affecté aussi. Le service qu'on donne, là. Ça devient très politique, hein. Moi, Martin Coiteux, ce qu'on lit dans le communiqué de la CSN, là, ton président régional, Guillaume Tremblay, parle carrément d'une insulte à la démocratie. C'est comme ça qu'on le perçoit présentement, le projet de loi 110. Mais tu sais que le Parti libéral du Québec est majoritaire, il va l'adopter s'il veut, son projet de loi. Oui, peut-être qu'il va l'adopter, mais si avec les actions qu'on fait, on réussit à faire enlever des choses dans ce projet de loi-là. On a réussi à faire enlever le droit de lockout. On va peut-être réussir à faire enlever d'autres choses, là. Tu sais, moi, je comprends pas que, au bout de 120 jours, quand même les négociations vont très bien, que tu vas mettre un arbitre là-dedans. Vos affiches que vous avez placées cette semaine, elles sont là pour rester. Défendons le droit fondamental de négocier. C'est écrit ça à la porte de l'hôtel de ville. Ça va rester là un petit bout de temps? Ce que je me dis, moi, pourquoi ils nous obligeraient d'enlever nos pancartes quand il y a 1 mois ou 2 mois de campagne électorale, puis c'est placardé partout d'un poteau. Ouais. Tu sais, on nuit pas à personne, là. Est-ce que vous avez demandé l'appui des élus municipaux à Port-Cartier? Le conseil s'est pas penché sur le projet de loi 110. La mairesse n'a pas pris position non plus, là. Non, c'est peut-être d'autres actions qu'on va faire un peu plus tard, on le sait pas. On attend des mots d'ordre de notre il y a du secret là-dedans, là. En terminant les actions à venir, il y en aura d'autres, ça c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il y en aura d'autres, gars. Je te donne partout au Québec, tous ceux-là, comme je te dis, qui sont dans le secteur municipal, dans le secteur des transports en commun. À tous les mercredis, on a un beau chandail jaune-orange avec marqué dessus les mêmes choses qui est décrit sur nos pancartes. À tous les mercredis. Hier, tous mes employés municipaux ont porté le chandail toute la journée pour travailler. Ouais. En attendant, vous manquez pas de travail non plus à Port-Cartier. Non. Hier, avec, entre autres, le SOLA qui a été évacué. Et vos gens travaillaient quand même, là. C'est pas de la faute de personne à la ville de Port-Cartier, c'est le contracteur, mais ça perturbe un peu les choses, quand même. Mais gars, nos employés ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis tout s'est bien déroulé. Une négociation pour le 1er janvier 2019 qu'il faut renouveler. Est-ce qu'il y a déjà des discussions? Comment ça va se passer? On va attendre après l'élection municipale, peut-être? Oui, peut-être. D'après moi, c'est ça qui va se passer, parce que commencer à négocier avec un conseil qui change en cours de route, c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que dans le contexte, le syndicat, Nelson Coulombe, le président, pourrait s'impliquer dans la prochaine campagne électorale l'an prochain? C'est compliqué quand tu es employé municipal de te prononcer dans des choses de campagne électorale, là. OK, faut faire attention. On va voter, on peut éventuellement dire à nos membres pour qui on vote, mais on n'ira pas plus loin. On n'embarquera pas dans ce dossier-là, si ça ne te dérange pas. Nelson Couture, président du Monsieur Coulombe, oui, Nelson Coulombe, président du syndicat qui regroupe les employés municipaux à la ville de Port-Cartier. Un gros merci pour votre passage à la radio aujourd'hui. C'est bien, puis s'il y a d'autres choses qui se passent, on va se recommuniquer puis on en rejasera. On va suivre le dossier. Merci. Salut. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. C'est mercredi le 28 septembre à 19h30 que le Café Théâtre Graffiti de Port-Cartier recevra le concert des jeunesses musicales Alma Inamorata de l'ensemble Les Songes. L'amour passion, l'amour fidèle, l'amour naïf et l'amour jaloux. Venez découvrir l'ensemble Les Songes à travers la musique baroque italienne du 18e siècle. Les Songes est le fruit de la rencontre de jeunes interprètes dynamiques, liés d'amitié et d'une passion commune pour la musique baroque. 4 instruments, 4 personnalités, mais un seul et même désir de vous rendre l'âme amoureuse. L'Alma Inamorata. Une collaboration du Conseil québécois de la musique. Billetterie au 766-0101. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Et on va parler du Centre Femmes aux 80. Il y a la Journée nationale des centres des femmes qui s'en vient. C'est le 4 octobre. Ce sera la 14e édition. Pour nous en parler, l'agente en conditions féminines et présidente du regroupement des centres de femmes du Québec, Nadia Morissette, est avec nous. Bonjour, Nadia. Bonjour, Jean. Es-tu vraiment présidente du regroupement, pour tout le Québec? Oui. Ah ben. Oui, nouvelle élection en juin. OK. Ouais, Ça fait rayonner cette île à travers le Québec, ça. On peut se vanter de ça. On va se taper bretelle un petit peu, là, à midi, là. C'est un peu le mandat que je me suis donné de faire valoir les régions dans le réseau provincial des centres de femmes. Il y en a combien de centres de femmes au Québec? On est 88 actuellement qui sont membres du réseau provincial, mais il y a des centres de femmes qui n'adhèrent pas à notre façon de travailler. Donc, bien évidemment, on n'oblige personne à en faire partie. Et sur la Côte-Nord, à ce que je sache, il y en a un qui est basé à Gouaniche qui couvre toute la Mangani. Mm-hmm. Vous, ici, à partir de cette île, vous couvrez un petit peu Port-Cartier de temps en temps quand vous pouvez. Il y en a d'autres aussi dans le secteur ouest. Il y en a un à Bécomo, un à Ferrisville et un à Sacré-Cœur. Bon, puis il y a un regroupement des femmes aussi qui a un mandat différent, plus large. Là. C'est pas un regroupement des centres de femmes. Le regroupement des femmes de la Côte-Nord, ça regroupe plutôt tous les groupes de femmes, dans le fond, qui travaillent en conditions féminines. Donc, c'est encore plus large que la spécificité centre de femmes. Puis nous autres, on n'attendra pas la journée nationale du 4 octobre pour rappeler qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, un centre de femmes. Nadia, ici à cette île, vous êtes basée au MOXI, la maison Alouette, la maison des organismes communautaires de cette île, et vous recevez plein de femmes pour plein d'ateliers, plein d'activités. Ouais. Votre mission, grosso modo, c'est... c'est améliorer la condition de vie des femmes. C'est ça notre mission première. Donc, par le biais de nos services d'aide, écoute, rencontre individuelle, documentation, accompagnement, référence, nos activités éducatives qu'on produit, une programmation une fois par mois, et nos actions collectives de sensibilisation, de mobilisation à la population. Donc, ça fait partie de nos mandats au Centre de femmes. Donc, il y a un volet défense des droits collectifs des femmes, là, et il y a un volet plus aide individuelle à des femmes qui vivent des moments particuliers, des choses difficiles. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on travaille d'abord, la porte d'entrée, c'est les services d'aide pour le centre, mais on amène les femmes à prendre conscience que les difficultés sont souvent aussi reliées à un contexte social. Donc, on les amène à travailler avec nous, à faire de la transformation de la société. On parle, nous c'est sûr, on est des hommes, moi et Jean, on parle souvent des centres d'aide pour les hommes. Celui pour les femmes, est-ce que c'est un peu le même fonctionnement où on s'adapte vraiment aux réalités féminines parce que c'est pas du tout la même, mais de l'aide reste de l'aide? Je pense que à partir du moment où tu travailles en intervention avec quelqu'un, le principe de l'empathie demeure. Mm-hmm. Dans les centres de femmes, parce que j'ai pas nécessairement conscience de comment les groupes d'hommes travaillent, mais dans les centres de femmes, on travaille avec une approche globale. Donc, on voit la femme dans sa globalité avec toutes les facettes de sa vie et toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer. On travaille aussi avec l'intervention féministe, qui nous permet de croire que chacune d'entre elles est capable de résoudre ses difficultés en respectant son rythme et ses choix. Donc, c'est la façon de travailler qu'on a, nous, au Centre de femmes. Donc, dans les centres de femmes du Québec. Les centres de femmes au Québec, c'est un peu issu du mouvement féministe des années 70. Là. Oui, c'est venu un peu avec ça, où on a eu besoin, finalement, de sensibiliser les femmes, de brasser les hommes aussi, là, qui avaient des changements à faire pour un meilleur partage, pour plus d'équité dans les rôles aussi. Exactement. C'est sûr que notre objectif premier, c'est d'avoir une société juste et égalitaire pour toutes les femmes et pour tous les hommes aussi, pour que chacun puisse se réaliser en fonction de ce qu'il est personnellement. Ça a marché quand même, le mouvement féministe. La société québécoise s'est transformée au fil des ans, là, sur 4 décennies. Peut-être pas au rythme qu'on aurait voulu. Peut-être qu'on n'est pas rendu non plus à l'aboutissement de ce changement-là. Je pense que non. Il y a des acquis très fragiles. Le contexte économique actuel, toutes les mesures d'austérité qui nous planent dessus font en sorte qu'on est encore confinés dans des rôles pas d'égalité. Les femmes gagnent encore 70% du revenu des hommes, surtout dans des milieux comme le nôtre où il y a beaucoup de minières, beaucoup d'industries. La différence se fait encore plus sentir. Le rôle lors de grossesse, lors d'arrivée d'enfants aussi, ça c'est une particularité de la femme qui reste encore un débat de société là, complètement. Là. Tout à fait. Je pense que de plus en plus de gars utilisent les congés parentaux pour supporter leur conjointe et tout ça. Donc bravo. Mais tu sais, le mouvement des femmes a permis à des gars de pouvoir se réaliser aussi
dans cette situation-là. En même temps, il y a encore du travail à faire auprès des femmes elles-mêmes aussi, là. Même des jeunes, de la génération de nos enfants. Nadia, on avait une entrevue cette semaine avec les gens du Centre de formation professionnelle, là, qui vont lancer des nouveaux programmes. Puis ça a tellement de l'air des programmes de gars de mécanique diesel puis tout ça. On nous dit qu'il y a des filles de plus en plus dans les métiers non traditionnels, mais peut-être que dans une région comme la Côte-Nord, ça serait souhaitable qu'on retrouve davantage de filles dans des métiers du secteur minier, par exemple. C'est sûr qu'au niveau de la formation, je pense que l'accessibilité est là. C'est au niveau, après ça, des structures, des organisations, des entreprises, comment on peut faciliter le travail. Au sein des équipes, je pense que c'est enrichissant d'avoir une perception différente. Puis ça peut faciliter aussi le travail des gars. On pense aux mesures qui sont instaurées en CSST pour favoriser le moins de soulevage de poids lourds. Ben, tous les mécanismes qui sont mis en place pour faciliter l'accès des femmes sont aussi profitables aux gars parce qu'ils se blessent moins eux autres aussi. Tu sais, fait que... Est-ce que je me trompe ou ici dans la région, on a beaucoup de femmes affirmées, impliquées? On le voit en politique, on a une mairesse à Port-Cartier, on a deux députés au fédéral et au provincial, des femmes. Est-ce que je me trompe ou on a quand même là un bassin de femmes impliquées et présentes? Ben, je pense que oui, on peut dire qu'on est on est souvent une région avant-gardiste en conditions féminines. On parlait tantôt du regroupement des femmes de la Côte-Nord qui a supporté beaucoup les femmes qui voulaient se lancer en politique ou qui voulaient développer leur implication citoyenne. Je pense qu'on est avant-gardiste sur le territoire, effectivement, mais il faut sensibiliser puis pas perdre aussi l'histoire de ce qu'on a travaillé pour atteindre, l'égalité, en tout cas, puis continuer de le faire pour permettre à d'autres femmes aussi de s'impliquer dans ces sphères-là. Il y a peut-être des choses qui ont évolué assez bien, assez vite. On parle des femmes en politique. En tout cas, sur la Côte-Nord, à Sept-Îles, ils ont pas mal de conseillères. Il nous manque peut-être juste une mairesse. On en a une à Port-Cartier. On est pas trop... Ça a bien évolué. Par contre, on regarde l'hypersexualisation des jeunes filles, par exemple. Il y a encore bien des dossiers actifs importants là pour un centre de femmes. Là. On s'entend? Effectivement, ça n'arrête pas vraiment. On est quand même la région où il y a le plus haut taux de violence faite aux femmes, en violence conjugale et aussi en agression à caractère sexuel. On est aussi, comme je disais tantôt, au niveau du salaire, les femmes sont aussi plus pauvres dans notre région. Fait que c'est important de continuer le travail, effectivement. On a une région où il y a beaucoup d'Autochtones, les femmes Inuits. On en parle beaucoup des femmes Inuits. Il va y avoir une commission pour celles qui ont vécu le pire cauchemar, là, assassinées et disparues. Ouais. Mais les femmes autochtones font un peu partie, peut-être moins de votre clientèle parce qu'ils ont leur propre service, mais de vos préoccupations sûrement. Oui, hein? Tout à fait. Quand on parle d'améliorer les conditions de vie des femmes, on fait toujours ça globalement. Donc, on veut toucher toutes les femmes, peu importe leur religion, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe la provenance de leur communauté, ça, leur ethnie, tout ça. Donc, on est vraiment diversifié, puis on veut que toutes les femmes améliorent leurs conditions de vie et soient traitées avec respect, puis puissent se réaliser. Le milieu communautaire, on déborde là de la question des femmes. Les centres de femmes font partie du milieu communautaire. Toi, t'as quand même les deux pieds dedans avec Moxie. Là, t'es entouré d'autres groupes communautaires. Bien placé. On sait qu'avec la table régionale des organismes communautaires, la TROC, entre autres, là, on a dénoncé le sous-financement. C'est encore le gouvernement libéral qui est là. Ça s'améliore pas, le financement, là, au niveau des organismes communautaires. Peut-être que les groupes de femmes ont moins de problèmes à ce niveau-là, là, du financement récurrent, non? Ben, c'est sûr que les groupes de femmes, à la base, on a fait des campagnes de financement, plusieurs années pour augmenter le financement de base de nos organisations. Je pense que on peut pas rester insensible non plus aux autres groupes. On considère que notre financement n'est pas nécessairement adéquat non plus pour réaliser pleinement notre mission. On a parlé tantôt de tout le travail qui restait à faire, mais on est en appui et solidaire à la campagne. Donc, la semaine du 23 octobre, il y a une semaine de visibilité de l'action communautaire autonome et en début novembre, les 7, 8, 9, il va y avoir une grosse campagne unitaire pour augmenter le financement et la reconnaissance des organismes qui travaillent en action communautaire autonome. Donc, le Centre de femmes, on fait partie, bien évidemment, de toutes ces actions de mobilisation-là. Mm-hmm. Ici, à Sept-Îles, on travaille pas mal, on travaille pas trop en silo, on travaille ensemble, les groupes. Des fois, une femme vient consulter chez vous, puis son problème pourrait peut-être se régler davantage avec les intervenants du rond-point
soins, par exemple, qui sont spécialisés, toxicomanie, alcool, des choses comme ça. On travaille pas mal en équipe là, au niveau des groupes. En tout cas, nous, au centre, on peut dire que si une femme vient, comme je disais tantôt, on est souvent à la porte d'entrée au niveau des services, mais on n'offre pas tous les services pour répondre à tous les besoins des femmes. Ça serait un peu utopique de penser ça. Donc, notre rôle, c'est aussi d'accompagner la femme et de créer des liens dans d'autres organisations qui vont lui permettre d'avoir accès aux services adéquats. En terminant, Nadia, le 4 octobre, c'est la journée nationale des centres de femmes. Ici, à Sept-Îles, on organise des choses, une programmation axée sur la solidarité. Oui, c'est le thème de la Journée nationale, les centres de femmes, des solidarités à découvrir. Donc, on a choisi d'inviter les femmes à participer à une œuvre de création collective sous le thème de la solidarité. Donc, les femmes sont invitées à s'inscrire pour participer à notre activité le 4 octobre dès 9h30. Ils vont réaliser l'œuvre collective et on va leur offrir un petit dîner par la suite. Puis la présidente du regroupement des centres de femmes du Québec est sollicitée, est invitée partout. Il y a une seule journée le 4 octobre pour tous les centres de femmes du Québec, mais on la garde chez nous à Sept-Îles. C'est correct, ça? Ben, c'est parfait. Je peux revenir le 4 aussi. Ben, tu peux revenir le 4. On va être sûr que tu vas être chez nous le 4. On va t'inviter à la radio. Nadia Morissette, présidente du regroupement, mais aussi agente en conditions féminines ici au centre de femmes aux 80. Un gros merci. Il y a aussi Monique Bezeau qui a enregistré tout ça sur vidéo, là. Peut-être qu'on va voir. Ouais, c'est ça, ça va circuler sur Facebook. Ben, c'est ça va vous donner des likes de plus, tant mieux. L'entrevue qu'on vient de faire sera peut-être à quelque part sur Facebook dans les prochaines heures. Un gros merci. Merci. Attitude. Alex ne peut pas voir la différence, mais les pneus ne sont pas tous pareils. Seul le conseiller technique Ford d'Alex a l'expertise pour trouver les pneus d'hiver parfaits pour le véhicule d'Alex, selon ses habitudes de conduite et les conditions routières de sa région. En plus, personne ne vend les pneus d'Alex à meilleur prix. Et contrairement aux autres garages, Alex aura droit à une consultation privée. Avec un service personnalisé, Alex sait qu'il ne recevra pas par accident ce qu'il y a de mieux pour Alexis ou Alexandra. Lorsqu'il s'agit de votre Ford, faites comme Alex, méfiez-vous des autres pièces. Visitez votre détaillant ou serviceford.ca pour les détails. Avec la nouvelle série collectionneur des cartes à jouer de la LNH de Tim Horton, les amateurs de hockey feront de grandes collections. De grandes collections? Comme ma collection de rondelles? Mieux que ça! Ma collection d'anciens masques de gardiens de but? Encore mieux! Ma collection de chandails d'arbitre? Oui, mais c'est pas tout pareil, ça, des chandails d'arbitre? Ouais, mais c'est ça qui est beau. Non. Non? Non. Collectionnez les nouvelles cartes à jouer de la LNH de Tim Horton. Seulement $1 le paquet à l'achat d'une boisson. Dans les restaurants participants pour une durée limitée. Taxes applicables en su. Le premier ministre s'apprête à réduire les impôts de 50%. Hey, bonne nouvelle, le prix d'essence vient tout juste de descendre sous les barres de 50 cents. Wow! Eh oui, le coût du panier d'épicerie coupera de plus de la moitié de son prix habituel. Si la vie était comme ça, on n'aurait pas besoin de la boutique Attraction. À la boutique Attraction, vous obtenez toujours un minimum de 50% de rabais sur une foule d'articles et d'activités offerts dans votre région. La boutique Attraction, des offres exceptionnelles sans exception. Visitez boutiqueattraction.com. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. C'est le début de l'automne aujourd'hui, et puis il est pas trop tard pour parler du jardin communautaire du ruisseau Boisjoli, parce que c'est beau jusqu'au mois d'octobre au jardin qui est dans le secteur Ferland, là. Hey, moi, quand j'étais là au secteur Ferland, justement, j'y allais beaucoup à l'automne. Là, quand il commence à faire frais un peu le soir, le noir commence à tomber un petit peu plus rapidement là, avec des lampes de poche frontale. C'est magnifique aller se promener là. Mais eux sont encore à travailler et cette fin de semaine, on était supposé inaugurer une nouvelle section et on verra si ça s'est fait officiellement avec la directrice générale du ruisseau communautaire Boisjoli, Sandrine Louapre. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Avec la pluie de dimanche, est-ce que vous avez inauguré officiellement ce beau jardin des sens? Eh ben oui, malgré tout, il y a des mecs qui résistent. On a pu faire notre inauguration, puis on avait un petit abri pour se protéger, donc on a quand même pu la faire. Puis on a quand même eu une vingtaine de personnes, donc on est content. Il y a... Même sous la pluie, le jardin attire les gens, donc ça prouve qu'on travaille bien. Pour les gens qui se demanderaient, là, ceux qui connaissent un petit peu plus ou ceux qui connaissent un petit peu moins, où il est situé ce jardin des sens? Alors le jardin, c'est dans le parc Ferland. Il faut prendre, quand on sort de cette île,
C'est au dernier feu, en fait, il faut prendre à gauche et le jardin est tout de suite après dans le petit quartier. En fait, on est caché dans un petit quartier du secteur Ferland. On se stationne en fait dans le stationnement de l'école primaire, l'école Bois-Joli. Moi, j'y vais souvent en vélo. On arrive quasiment direct par la piste cyclable. C'est ça, en fait, avec la piste cyclable, on arrive en fait à l'autre bout du jardin qui est plutôt près de la rue des Grands-Ducs. Mais comme vous dites, il y a l'accès le plus simple quand on vient en voiture, c'est le parking de l'école Bois-Joli qui est rue des Chanterelles. C'est l'accès le plus facile, je dirais. Et là, pour se rendre au Jardin des Sens, eh bien, on débarque et on parcourt le jardin dans pratiquement son entièreté et se rendre complètement à l'autre bout, juste à côté du Jardin des plantes médicinales, et le nouveau Jardin des Sens se situe juste là. Pourquoi un Jardin des Sens? Alors ça, c'est une idée qui est venue à la base par Sœur Ginette Silmar, donc qui est bénévole du jardin et qui a fondé le jardin, et de Jean Reynaud. Il se disait, un jardin, c'est là où on touche, c'est là où on sent, c'est là où on expérimente un peu. Du coup, c'est là que l'idée a été de créer un jardin des sens. Donc cette année, on a créé la première phase du jardin des sens, qui est du coup sur le sens de l'odorat. Donc là, on a fait tout l'achat des plantes a été fait en fonction de leur odeur, vraiment des bonnes odeurs qui sentent vraiment très bon. Donc ça, c'est la première phase. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait faire l'année prochaine la seconde phase qui va plutôt être centrée sur le toucher. Ah, parce que ça, veut pas, c'est très intéressant. Quand on se présente dans un jardin comme le vôtre, il y a tellement de belles couleurs, de belles formes, de belles, des beaux arrangements. On a le goût de toucher, mais on se fait tout le temps dire non, des fleurs, faut pas toucher. Donc vous allez permettre aux gens vraiment de toucher. C'est ça, on peut toucher dans le jardin, puis aussi il faut pas oublier que dans le jardin d'enfants et oiseaux, donc qui est juste à côté de l'école Bois-Joli, on a une plate-bande de fleurs comestibles, où alors tout ce qui est dans cette plate-bande, c'est un petit muret en pierre, et tout ce qui est dans cette plate-bande est comestible. Donc là aussi on peut prendre des choses. Puis nous on fait des initiations, des visites justement pour apprendre aux gens qu'est-ce qu'on peut prendre dans le jardin, qu'est-ce qu'on peut manger. On a fait des brunchs dégustation pendant l'été. Du coup, qui ont beaucoup étonné les gens parce qu'on leur faisait manger des fleurs, des pétales de fleurs, et ils ont trouvé ça très étonnant, et ça montre tout ce qu'on peut utiliser et manger dans le jardin. Peut-être qu'une visite ou une activité comme ça est le meilleur moment plutôt que de simplement y aller une soirée et d'essayer de goûter un peu à tout. Je pense que ça serait si on veut goûter, je dirais qu'il vaut mieux demander parce qu'il y a quand même des plantes qui sont toxiques qui peuvent nous rendre, la plupart vont juste vous rendre un peu malade, mais c'est quand même mieux de savoir qu'est-ce qu'il faut manger avant de se servir dans le jardin, je dirais. Exactement. Et par la suite, est-ce que vous avez déjà d'autres plans là, pour le Jardin des Sens? Donc là, on commence avec l'odorat, on y va avec le toucher. Est-ce qu'on aura d'autres phases subséquentes pour d'autres sens? Normalement, il y aura peut-être une phase 3, donc ce sera peut-être dans 3 ans, mais on ne sait pas trop encore, c'est encore à l'étude. Donc, de toute façon, il reste quelques sens à explorer. Ça on va trouver un petit coin pour faire du bruit, là. Il y a toujours du bruit, le vent, peut-être. Les oiseaux marins qu'on retrouve sur le bord aussi, là, dans l'autre partie du jardin, complètement au bout. Oui, c'est ça, juste à côté. C'est juste, en fait, c'est pas loin du Jardin des Sens. C'est quand on continue sur le sentier Mervan. Il y a une cabane d'observation pour les oiseaux migrateurs aussi. Donc là aussi, on peut développer les sens de la vue et de l'écoute surtout. On vient de parler du Jardin des Sens qui vient tout juste d'être inauguré. On a parlé en entrée du Jardin de plantes médicinales. Dans le fond, ça aussi, là, ça date de à peine quelques années. Oui, c'est assez récent. Le Jardin des plantes médicinales, en fait, c'est dans le jardin, on a planté que des plantes justement qui servent pour la santé, la médecine. Et dedans, là, ce qui est bien, c'est que même si vous y allez tout seul, vous pouvez découvrir et apprendre parce qu'il y a plein de petites affichettes avec le nom des plantes et qui décrivent pour quelle utilité on peut l'utiliser. Il y a pour la fièvre, le rhume, les problèmes de ventre. Enfin, il y a vraiment tous les problèmes qui peuvent exister. On a une plante qui peut soigner ce problème-là. Et donc, il y a plein de petites étiquettes qui expliquent comment se servir de ces plantes-là. Donc, vraiment, le jardin des plantes médicinales est très intéressant parce que même en y allant tout seul, on peut apprendre à se servir des plantes, justement. Génial. Quels sont les autres secteurs ou les autres sections de l'ensemble du jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli? Oh, on en a beaucoup, parce qu'on a quand même une dizaine de jardins. Wow. Mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est l'arboretum. C'est pas loin de l'école non plus. En fait, là, on a constitué une collection d'espèces d'arbres. En fait, on fait une collection et on plante des arbres qui, normalement, sont pas censés pousser dans la région de cette île. Okay. Mais à cet endroit-là, il y a comme un microclimat qui permet de faire pousser des arbres. C'est assez spécial. On a des arbres qui viennent des États-Unis. Enfin, on a vraiment un peu. Donc, un microclimat plus chaud, j'imagine? Oui, c'est ça, qui protège, vu que c'est dans le creux du ruisseau, en fait.
Puis il y a également comme une installation un peu artistique. Il y a une palissade en saule tressée qui est absolument magnifique et qui fait toujours son petit effet. Donc je dis l'Arboretum, c'est un endroit à aller voir qui vaut vraiment le coup. Sinon, on a les jardins, donc jardin de rencontre, jardin de rocaille qui sont vraiment à l'entrée de l'école où là on peut voir vraiment des fleurs de toutes les couleurs. C'est vraiment très beau. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'est les petits fruits qui étaient tous ramassés chez vous. Oui, alors ça, c'est dans le jardin d'enfants et oiseaux. Alors ça, faut passer avant les enfants. Parce que justement, dans ce jardin-là, on a planté des arbres fruitiers, genre pour nourrir les oiseaux, parce qu'on essaie de favoriser la diversité de la faune dans le jardin. Et aussi pour les enfants, vu que c'est juste à côté de l'école, donc on a planté des fraisiers, des camérisiers, il y a des bleuets aussi, donc... chacun peut aller ramasser des fruits, donc c'est sûr, faut pas prendre un gros seau, faut prendre un petit pot, mais chacun peut venir ramasser un petit pot et se faire plaisir avec les fruits du jardin. En plus, ils sont bio, alors c'est encore meilleur pour la santé. Évidemment. La semaine passée, la semaine passée, on recevait Pascal Malenfant pour les journées de la culture. Et vous faites partie de ces activités-là. Vous allez participer à ces fameuses journées de la culture. C'est ça. Alors, c'est pas ce week-end-là, c'est le week-end prochain. Et du coup, nous, on a organisé quelques petites activités. Donc, notamment, il y aura un concert le samedi après-midi. On va avoir un trio musical. Puis, il y aura d'autres artistes libres qui peuvent se produire librement. Un guitariste, une petite jeune fille qui va faire de la flûte aussi. Enfin, on a voulu faire un peu comme mélanger la culture avec le jardin. Donc, je pense que ça va être très beau parce qu'il y a vraiment un bel environnement. Puis, on va avoir aussi, pendant les 3 jours, en libre accès, des murs musicaux sur lesquels les gens vont pouvoir s'exprimer librement et créer leur propre musique. Non. Donc, c'est des petites choses qu'on a mis dans le jardin. Donc, on espère que les gens vont venir et puis vont apprécier ce qu'on a mis en place pour eux. Et le jardin, en général, est un lieu culturel autre que pour les plantes, les fleurs. Il y a toujours des choses d'accrocher sur vos clôtures, des endroits où est-ce qu'il y a des sculptures, des arrangements. C'est toujours très beau et les artistes sont toujours invités à aller réaliser des choses dans le jardin Bois-Joli. C'est ça, on essaye en plus d'introduire la culture dans le jardin. Par exemple, sur les clôtures près de l'école Bois-Joli, on a fait des clôtures tressées qu'on appelait la clôture Art et Savoir parce que justement, on a mis des informations sur les étoiles, les différentes plantes qu'il y avait dans le jardin. Donc, c'est tressé avec du tissu, puis à chaque fois, il y a une petite pancarte qui explique la plante, les étoiles, comment ça fonctionne. C'est vraiment une clôture comme Art et Savoir qui est pour apprendre des choses et qui permet aussi de développer des choses culturelles en même temps. La neige arrive en moyenne, la première neige, le 8 octobre à Sept-Îles. Vous autres, vous fermez vers la mi-octobre, ça veut dire? C'est ça, mi-octobre, fin octobre, tout dépend de la hauteur de la neige, on va dire. Tant que parce qu'il peut y avoir de la neige, mais tant que les sentiers sont praticables, les gens peuvent venir dans le jardin, il y a aucun problème. Justement, c'est une autre période pour découvrir le jardin qui est enneigé. Enfin, c'est une autre façon de découvrir le jardin. Même en ce moment, en automne, c'est intéressant d'y aller parce que c'est différent aussi. Les couleurs sont pas pareilles, l'ambiance n'est pas pareille. Donc, c'est toujours agréable, suivant les saisons, de découvrir le jardin. Alors, on invite les gens à aller sur votre page Facebook, Ruisseau communautaire Bois-Joli, pour toutes vos activités, les différentes sections, les nouvelles. Ça vaut vraiment la peine de se tenir informé. Peut-être en terminant, là, vous avez parlé d'activités même à long terme. On planifie 3-4 ans d'avance. Ça, c'est le fun. Du côté financement, tout est garanti. C'est la ville qui vous back, là, en fait, monétairement. Le principal financeur, c'est la ville, donc qui nous permet de payer justement les salaires des employés. Et après, on arrive à obtenir 2-3 petites subventions par-ci par-là qui nous permettent de développer des projets à part, comme par exemple le jardin d'essence qui a été financé par Alouette. Du coup, c'est avec la collaboration de la CPESI, c'est eux qui nous ont donné l'argent pour pouvoir financer ce nouveau jardin-là. Alors, on invite les gens à aller faire un tour, à aller visiter les différentes sections et à se joindre à votre site Facebook là, pour toutes les activités et plus d'informations. Sandrine Louapre, directrice générale du Jardin communautaire Bois-Joli. Merci beaucoup et bonne fin de saison. Merci beaucoup à vous. Et il y a un lancement de livre ce soir dans le hall d'entrée de la salle Jean-Marc Dion. On en parle dans quelques secondes. Attitude.
La salle de spectacle Jean-Marc Dion et le théâtre en tournée Les Voyagements vous présentent en collaboration avec SC Sonorisation et Éclairage lundi le 26 septembre à 20h la pièce Tribu. Billy est sourd de naissance. Ses parents lui ont jamais permis d'apprendre la langue des signes de peur qu'il s'isole au sein de la communauté sourde et malentendante. Sa rencontre avec Sylvia, une malentendante en voie de devenir sourde, bouleversera son existence et éveillera en lui un désir d'expression par la langue des signes. Une pièce sur la communication et les subtilités du langage dans laquelle l'auteur Nina Reine nous démontre que le vocabulaire traditionnel est un outil de communication imparfait. Les billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Allô, ici Donald. Je vous invite tous les samedis dès 8h pour le 8 à 10 classique, émission dans laquelle je vous ferai tourner les meilleures chansons des années 60 à 90, tant anglophones que francophones. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis dès 8h. Je vous y attends. À bientôt. Pure FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. C'est la Bibliothèque Louis-Ange Chanteur et les éditions David qui lancent un recueil de haïkus réalisé par un collectif sétilien de haïkus dirigé par Hélène Bouchard qui est avec nous. Le livre s'appelle Sept-Îles, côté mer, côté jardin et 7 femmes y ont collaboré. Hélène Bouchard et Odette Boulanger sont deux des auteurs. Elles sont avec nous. Bonjour mesdames. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Hélène, c'est vraiment dans le hall d'entrée là ce soir de la salle Jean-Marc Dion qu'on regroupe les gens. C'est important, un lancement de livre, j'imagine, pour un auteur. Hein? On arrive à l'aboutissement de quelque chose. Là, c'est jour de fête pour vous autres aujourd'hui. Absolument, absolument. Puis je dirais que dans ce recueil, c'est Sept-Îles qui est à l'honneur. C'est vraiment un recueil sur notre sentiment d'appartenance à cette île, notre fierté d'être citoyen de cette ville. Et les haïkus du livre sont vraiment tous inspirés de cette île et de son environnement. Rappelle-nous qu'est-ce que c'est un haïku, là. On en c'est un genre souvent de parlé, ça fait quand même quelques années, à cette île depuis 2009 particulièrement, là. C'est un genre de poème japonais, à l'origine, c'est japonais, en tout cas. Vous avez tout à fait raison. C'est un poème de 3 lignes d'inspiration japonaise et qui vraiment relate l'instant présent. Okay. C'est uniquement ça, ce qui arrive dans un moment. C'est ce qui distingue, c'est son contenu, c'est pas sa forme, quoi. C'est différent d'un alexandrin, là, qui est fait 4-16, là. Oui. Et puis là-dedans, il y a pas de, je dirais, de figure de style, de sensationnalisme. On cherche toujours la simplicité pour rendre, je dirais, l'âme au haïku, y donner sa magie, son envol, et puis que le lecteur puisse se faire une image dans sa tête, que c'est un pouvoir évocateur. C'est surtout ça qui est important. Initialement, c'était pas 5 syllabes, 7, mais j'imagine qu'on se laisse un peu de liberté, là. Ben, en fait, Odette pourra en parler. Ah oui? Ben, on peut se laisser quelques libertés, mais il faut quand même tenir compte de la structure du haïku dès le départ, même s'il y a plus que 17 syllabes ou un peu moins que 17 syllabes, ça veut pas dire quand même que le haïku sera pas rendu de façon comme on le désire. Okay. Je dirais que c'est comme en musique. On apprend à faire ses gammes et puis petit à petit, peut-être qu'on se laisse un petit peu de liberté au profit de l'esprit qui va se dégager du poème. Et ils peuvent s'interpeller, les haïkus, là. Moi, j'ai lu le livre de Denis Thériault où c'était justement une histoire, là, où on c'est des correspondances. Est-ce que ça a commencé comme ça, quoi? Des correspondances entre des gens, les haïkus? En fait, je pense que ça se passait autour de la cour au Japon, mais toute l'histoire, en fait, on pourrait s'en parler pendant des heures et des heures. Et ça remonte à loin, quoi. Oui, 300 ou 400 ans. Oh, alors, et puis, en fait, le haïku a traversé les océans et il semble que des militaires pendant la dernière guerre pour, je dirais, garder une santé mentale, improvisait, composait des haïkus dans les tranchées. Il y a des livres qu'on a retrouvés avec ces haïkus-là qui sont très, très touchants. Oui. Et le livre à lequel je faisais référence il y a quelques instants, Denis Thériault, c'est un auteur d'ici, de cette île, Le facteur émotif. Le facteur émotif. Si je me souviens bien. Et c'est un roman, c'est pas un recueil de haïkus, mais il faisait largement référence. Depuis 2009, il y a vraiment un groupe à la bibliothèque, Hélène, que tu diriges. Le haïku sur la Côte-Nord, ça a commencé avant 2009, ça veut dire, là. Absolument. Moi,
j'ai découvert le haïku lors d'un atelier d'écriture avec Francine Chicoine. Et c'était la première fois, c'était en l'an 2000, et c'est la première fois que j'entendais même ce mot. C'était complètement hors de mes connaissances, de mon vocabulaire. Et petit à petit, je trouve Pourtant, que... tu es une ex-enseignante. La littérature, oui, t'as suivi ça de mais proche. le haïku, honnêtement, je le connaissais pas. Alors, c'était une histoire d'apprivoiser ce genre-là, je veux dire, au fil des années, de participer à des collectifs d'écriture et de participer surtout au camp haïku de Bécomo qui... se déroule chaque année au début juillet depuis entre 2005 et 2015. Ouais. Madame Boulanger, je voulais savoir là, on dit que c'est dans l'instant présent. J'imagine que les gens qui écrivent des haïkus doivent toujours avoir un bout de papier ou quelque chose pour écrire, pour noter des idées qui nous viennent par la tête, parce que comme c'est très court, on veut souvent, j'imagine, noter. Comme un journaliste, ça, finalement. C'est en fait, c'est certain qu'on peut garder en mémoire notre haïku, ce qu'on a observé pour le transcrire sur papier et le rendre selon les règles. OK. Non, mais est-ce que ça vient naturellement, quoi? Ouais, on est inspiré, puis ça tombe à peu près le bon nombre de syllabes aux bonnes places en 3 lignes, ou s'il faut se creuser la tête un peu, là? Oui, ça semble facile, mais c'est pas vraiment aussi facile que ça en a l'air. Il y a un travail de concision, il faut que ça soit bref, il faut suivre la structure, les règles. Et puis aussi, c'est comme affiner son regard. Puis c'est un jeu de mots. Il faut y aller avec le mot juste parce qu'on a justement seulement 17 syllabes pour expliquer expliquer ce qu'on voit et aussi notre sentiment. Il faut ça serait excellent pour Twitter, ça, hein? Un haïku en 140 caractères. Donc, les deux rentreraient bien Twitter ensemble. fait des compromis, on permet plus que 140 caractères. OK, je m'excuse. Mais quand même, ici à cette île, là, bon, le livre qu'on lance ce soir, juste des femmes. Pourquoi il y a juste des femmes qui écrivent des haïkus ici à cette île, Hélène? En fait, le groupe est ouvert aux hommes et aux femmes, mais... Présentement, la clientèle est très féminine, mais on aimerait aussi avoir le regard des hommes, leur sensibilité. Peut-être que ça viendra, mais le groupe est ouvert. Alors, il y a toujours la publicité chaque mois sur le site de la ville de Sept-Îles et de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Ce sont donc 7 auteurs qui seront regroupés ce soir à l'intérieur de ce recueil, là, le collectif sept-îlien des haïkus. C'est aussi Micheline Baudouin, Odette Boulanger qui est avec nous. On a nommé Sœur Ginette Simard tout à l'heure parce qu'on parlait du jardin communautaire Bois-Joli. C'est son œuvre, mais elle est aussi auteure. Il y a Diane Cyr, Thérèse Bordage, Marthe Boudreau et Hélène Bouchard, les auteurs. Les éditions David semblent importantes pour la publication de haïku, hein? Absolument. Et nous sont très fidèles d'année en année. Et les éditions David ont développé une collection qui s'appelle Voix intérieure et qui publie les auteurs de haïku. Cette île, comment le titre déjà? Là? Côté mer, côté jardin. Côté mer, bon, je cherchais le mot. Côté mer, côté jardin. Là, on retrouve 2 haïkus par page cette fois-ci. Ça se peut? Oh oui, dans le livre, oui, absolument. À la présentation. Absolument, mais il y a 20 haïkus par auteur. 20 haïkus par auteur. Ça veut dire 7 fois 20, ça fait pas mal d'haïkus. Vous êtes très bon en calcul. 140. Je vais pas donner le total. Et ce soir, bien sûr, c'est quoi, un 5 à 7? On se présente à la salle. C'est ouvert à tout le monde. Hein? Vous invitez toute la population. On va pouvoir se procurer le livre en plus. Absolument. Rencontrer les auteurs, serrer des mains. Et puis, il y a une petite activité pour sensibiliser les gens au haïku en arrivant. Ils ont... on appelle ça coup de vent sur les haïkus. J'en dévoile pas le contenu, mais les gens qui y arrivent vont pouvoir découvrir petit à petit les haïkus des auteurs qui sont présents dans le livre. En terminant, la popularité de ça, là, il y a personne qui se met riche à publier des haïkus au Québec, je pense, hein? Je pense que la richesse est plus intérieure. On s'enrichit à publier des haïkus. Mais je veux dire, c'est quand même un intérêt grandissant. Hein? Je pense qu'il y a de plus en plus de lecteurs, de gens qui s'intéressent à ce type de poème, ce type de littérature. En fait, je pense qu'il y a eu un grand courant développé grâce à Madame Francine Chicoine et ses camps littéraires. Et je dirais que moi, je la compare à une jardinière qui aurait semé des graines de haïku un petit peu partout sur le territoire nord-côtier, au Québec, au Canada et même en Europe.
Eh bien, à Sept-Îles, on a ce groupe-là qui existe depuis 2009. Et puis, mais pour ce soir, je trouve que le haïku semble intéresser plusieurs personnes parce que il y a déjà 125 personnes qui nous ont dit qu'ils seraient présentes au lancement. Ah oui, on est très, très choyés parce qu'il reste que la poésie est pas toujours populaire, mais pourquoi que le haïku est très accessible. Très accessible. Je pense que c'est ce qui en fait sa force. Eh bien, on va vous souhaiter une bonne soirée. On n'en lit pas 2-3? Oui, c'est ça, on se fait garder une petite minute. On va déborder. Est-ce que tu veux de la petite musique par-dessus? Ah ouais, on passe ça. T'en as, toi? Un petit peu. Alors, un haïku, c'est un court poème. On va en écouter quelques-uns. Peut-être en mentionner d'abord c'est une écriture de qui, puis on écoute. Je vais en lire un de Madame Marthe Boudreau. Jour de tempête, flocons et jaseurs boréales portés par le vent. Un second, Hélène? Un haïku de Ginette Simard. Jardin bois joli, fleurs et arbres font oublier l'ancien dépotoir. Eh bien, je pensais que ça serait pas très radiophonique, lire des haïkus, mais ça passe bien avec ta petite musique, là. On en a un autre, un ou deux derniers? Allons-y. On en a 140, oui. Les 136 autres, on ira les voir ce soir au lancement. En voici un de Diane Cyr. 11 minéraliers au sortir de la nuit. La baie s'anime. Ben, on reconnaît des lieux, quand on entend des haïkus comme ça. Vraiment. Oui, absolument. Puis, je peux terminer avec un de mon cru. L'aîné Inou, d'une talle de graines rouges à l'autre, la main sur sa canne. Hélène Bouchard, Odette Boulanger, auteur du livre qui sera lancé ce soir. Donc, Sept-Îles, côté mer, côté jardin, ça se passe dans le foyer de la salle Jean-Marc Dion. Un gros merci pour votre présence à Côte-Nord Attitude. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Tellement ému que j'en fais des erreurs techniques. Puis toi, t'es pas sur bon micro. Bon. Mon micro, merci. Okay. Voilà, ça conclut l'émission Côte-Nord Attitude. Ça conclut la semaine aussi. Ça conclut la semaine aussi. La semaine prochaine, on sera de retour dès lundi midi. On devrait parler avec la députée de Duplessis, Lorraine Richard. Bon week-end! Je souhaite à tous une excellente fin de semaine. À lundi, tout le monde.